Madame, Messieurs, bonsoir. Dialogue national. Pourquoi le président de la République a refusé l'initiative de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki? Félix Tshisekedi a dit que le dialogue ne se tiendra qu'à son initiative, puisque les Congolais n'ont pas besoin d'un facilitateur étranger. Nous allons en parler dans cette émission. Pendant ce temps, il y a eu une feuille de route de la 5OSCC Confession religieuse qui a été rendue publique, où on demande au président de la République de prendre les actes d'État pour convoquer un dialogue national. Mais la messe d'Afrique du Sud a lieu. On a vu certaines images dans les réseaux sociaux. Jean-Marc Kabound a déploré ou a dénoncé la pression de Kinshasa sur le gouvernement sud-africain pour qu'on lui refuse le visa d'aller participer à ce forum national sur la paix en RDC. Pour en parler, nous recevons pour vous un député national. Il s'agit de Francis Tchibalabala. Il est député national élu de la Tchangou sur la liste UDPS. Honorable Francis Tchibalabala, bonsoir. Bonsoir, M. Ambroise. Ravi de vous retrouver sur ces plateaux pour parler de cette question sur les dialogues. Je crois que le plaisir est partagé. C'est toujours un honneur de partager le plateau avec vous. Merci. Et est-ce que ça va bien? Très bien. Par la Député national, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a posé la question de savoir vous allez recevoir qui. Je lui ai dit je vais recevoir le député national Francis Tchibalabala. Il dit ah oui, lui au moins est bien coté à Tchangou. Effectivement. Je crois que c'est cela la vérité. Hein. Ouais. Notre secret, c'est la proximité que nous avons vis-à-vis de nos électeurs. Déjà, j'y habite jusqu'à aujourd'hui. Et j'y suis à l'archevet quand il y a de problèmes, etc. Exact. Et en même temps, je suis leur porte-voix. Je parle, je plaide, je fais le plaidoyer pour des problèmes que cette population rencontre. C'est tout naturel qui est cet amour entre moi et mes électeurs. Ça m'a fait du bien quand même de voir que je reçois quelqu'un qui reçoit le soutien de son fief électoral, de sa base, ses électeurs qui reconnaissent que non, il est toujours là avec eux. Et ça, c'est très important pour un représentant du peuple. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on va parler du dialogue national. Le président de la République l'a dit samedi dernier, on se retrouvait dans la salle, le grand tambour du centre culturel d'Afrique centrale, où avait lieu le 2e congrès de l'Union sacrée des nations. Félix Tshisekedi a dit non au dialogue initié par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Est-ce que cette position vous paraît bonne pour le président de la République? Vous savez, lorsque j'ai suivi le président parler, j'étais très content parce que, vous savez, c'est lui le président de la République. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui est le mieux renseigné de la République. Si vous voulez, c'est lui le mâle alpha. Dans une famille ou dans un royaume, il y a un seul mâle dominant qui, à proprement parler, par rapport à notre pays, c'est le président Tshisekedi. C'est lui qui doit avoir les leads et non des individus parce que vous êtes confession religieuse, parce que vous êtes acteur politique, parce que vous devez dicter justement une marche à suivre que le président devrait naturellement aussi s'aligner. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a pris toute la place qui lui revient en tant que président de la République et je pense que c'est ça l'attitude à prendre. Le président a toujours été ouvert au dialogue, depuis toujours, depuis son premier mandat. Il a toujours tendu la main vers l'opposition. Il vous souviendra que lors de son premier mandat, le président avait fait un appel du pied à l'opposition. Certains avaient répondu présent, qui, notamment Ensemble pour la République, il y a MLC, etc. Ce sont des gens de formation politique qui n'avaient pas battu campagne pour le chef de l'État, qui avaient soutenu M. Fayoulou. Ils avaient répondu à l'appel du chef de l'État, nous avions gouverné ensemble.
Donc ce n'est pas quelque chose de, qui apparaît comme ça. Donc le président de la République a toujours été flexible par rapport aux revendications des uns et des autres. Et je pense que subir justement une certaine orientation venant des confessions religieuses, venant de personnalités congolaises ou étrangères, je pense que ça serait hypothéquer justement son pouvoir en tant que président de la République. Donc il est disposé, il est ouvert au dialogue à une seule condition, que celui-ci soit convoqué par lui. Ah, convoqué par lui. En effet. Parce que tous veulent le dialogue. Tout le monde, même le président de la République, qui n'a jamais été contre le dialogue. Il est ouvert au dialogue. L'opposition, etc. Mais il a seulement dit que, voilà, il n'y aura aucune initiative qui sera prise en dehors de son propre chef. Oui, mais alors pourquoi les gens sont divisés alors? Parce que tous veulent le dialogue. Non, justement, parce que l'ancien président Kabila veut le dialogue. Vous savez, à un moment donné, nous devons arrêter de nous infantiliser. Nous sommes suffisamment matures maintenant. Okay. Nous en sommes à notre 4e cycle électoral. Et depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, ça fait plus de 60 ans. Je pense qu'une personne âgée de 60 ans, c'est un vieux. C'est quelqu'un qui est suffisamment vacciné, suffisamment mature. On ne doit pas, à tout bout de champ, être rappelé à l'ordre. Vous dire ce que vous devez faire, naturellement. On ne doit pas à tout moment être en face d'un père fouettard qui vous donne des orientations, qui vous dit ce que vous devez faire. Nous avons un président de la République à qui nous avons cédé une portion de notre souveraineté. C'est lui qui parle au nom de la République, il parle au nom de tous les Congolais. C'est à lui de prendre l'initiative. Donc il n'est pas contre le dialogue, mais à condition que ces dialogues soient convoqués par lui. Et non qu'il y ait une initiative des personnes qui viendront, au lieu de régler les problèmes de fond en comble, ils vont en créer d'autres. C'est ce que nous évitons. Et quand c'est convoqué par lui, c'est sa seule volonté qui est faite? Non, pas forcément. Les dialogues, ça veut dire que les points de vue doivent discuter, les points de vue doivent échanger. Chacun, par exemple, ou chaque compatriote qui va prendre part au dialogue, naturellement, va amener son agenda, son cahier des charges. Vous comprenez? Et je pense que dans tout dialogue, comme dans toute négociation, il y a toujours des gens qui viennent avec des conditions maximalistes. Oui. Après, on arrive toujours à arrondir les angles pour trouver une solution médiane, des arrangements pour contenter quand même toute le parti. Donc je pense qu'il n'y a pas que le point de vue du président qui va prévaloir. Nous serons dans un dialogue. Chacun va amener ses revendications et il reviendra naturellement au président d'arbitrer parce que c'est lui le président de la République. Alors, il dit que les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs étrangers, mais ce n'est pas les facilitateurs qui décident dans un dialogue. Ce sont les délégués qui décident. Justement, c'est ce que je vous ai dit. Nous n'avons pas besoin des gens qui viendront mettre le feu aux poudres. La situation... Ah, le feu aux poudres. Naturellement, parce que déjà, lorsque vous avez quelqu'un qui se pose en facilitateur, dont tous connaissons ses penchants par rapport au camp Kabila, il y a une position partisane. Par rapport à la FDC. Non, je parle de Thabo Mbeki par exemple. Qui a une position partisane. Nous connaissons tous son alignement par rapport à l'FC 23, par rapport au narratif rwandais, à la rhétorique de l'AFC 23, du PPRD dans son pour la République. Déjà, ce n'est pas une personne qui peut naturellement rassurer tout le parti dans ces dialogues. D'où, justement, ces refus du gouvernement de prendre part à cela. On a suivi par le passé ces sorties médiatiques. C'était de nature à tirer, justement, à boulet rouge sur le régime, gouvernement, sur le régime, etc. Déjà, cette prise de position ne nous rassure pas. D'où cette position du gouvernement que j'ai saluée personnellement. On accepterait quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre de crédible, si on en trouve un. Vous savez, il faudrait ici faire le parallèle. Parce que j'ai suivi des compatriotes dire, mais il est contre
les initiatives étrangères, Oui. mais il est à Doha, il est à Washington. Washington, Non, oui, oui. il ne faudrait pas ici faire de l'amalgame. Doha, Washington, c'est un problème congolais-rwandais. Ah, les deux processus. Non, Et à Doha et à Washington. quand je dis, effectivement, parce que l'AFC M23, Ouais. même si ils ont trouvé un prétexte pour Congoliser. congoliser justement Ouais. cette nébuleuse, mais vous et moi connaissons que ce sont des affidés, des proxys du Rwanda, de Kagame. Nous les savons. Vous comprenez? Et si le président va accepter de négocier, c'est au vu justement de la résolution des Nations Unies qui Qu'il a exigé. qui exigeait justement qu'il y ait dialogue entre toutes ces parties. Vous comprenez? Donc, les dialogues dont le président a refusé que l'initiative vienne d'une personne qui ne soit pas congolaise ou d'une personne étrangère, c'est les dialogues que réclame l'opposition, les dialogues internes entre fils et fils congolais Oui. qui doivent se mettre autour d'une table pour passer au peigne fin toutes les questions qui divisent naturellement. Oui. Vous comprenez? Et pour ces dialogues-là, je pense qu'on n'a pas besoin de facilitateurs, on n'a pas besoin que des étrangers viennent s'incruster ou s'imbriquer dans ce qui est notre cuisine interne. Entre compatriotes, nous pouvons nous regarder en face, nous dire des vérités sereinement et froidement et trouver justement des débouchés. Alors, On n'a pas forcément besoin qu'il y ait un père fouettard qui soit là à côté de nous pour nous donner des orientations. oui, mais Je bien pense que- entendu, la position du chef de l'État est claire, mais est-ce que le pouvoir devrait-il empêcher quelqu'un d'autre d'aller participer à ce forum en Afrique du Sud? Jean-Marc Kabound a dénoncé ce qu'il appelle lui-même la pression du pouvoir de Kinshasa sur le gouvernement sud-africain pour qu'on lui refuse un visa. Non, je pense qu'il est en train de chercher les buzz tout simplement. Et le président Tshisekedi, lorsque vous avez lu les communiqués lus par le gouvernement et lus par le ministre de la Communication, ou la position du gouvernement à travers le ministre de la Communication, ça concernait que le gouvernement congolais et les autorités congolaises. Parce que, comme je vous ai dit, c'est le seul qui a les leads dans ces pays, c'est le président de la République. Ouais. C'est lui qui doit dicter la politique interne ou internationale s'agissant de la RDC. Vous comprenez? Et on n'a pas interdit aux compatriotes de ne pas y aller. Non, c'est leur droit le plus légitime. Donc dire que le gouvernement congolais a exercé une pression pour que Jean-Marc n'obtienne pas le visa, je pense que c'est une supercherie tout simplement, destinée à créer le buzz, à Et se faire une santé, il a une martelé santé même en disant politique. qu'il ressent à travers ça la fin du régime Tshisekedi. Non, mais la fin est inévitable, Ah, monsieur ok. le journaliste. La fin est inévitable. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Ok. Nous sommes humains. C'est un pouvoir qui va passer Ok. tout naturellement. Il n'a pas besoin de le dire. Ok. Alors, vous avez certainement suivi ou bien appris que Joseph Kabila a fait une déclaration sur les dialogues justement. Il a dit exactement ceci à propos de la cohésion nationale, qu'il n'y aura pas de réconciliation nationale tant que les poursuites judiciaires et les persécutions contre les personnalités politiques vont se poursuivre. Non, moi, Il fait allusion à je- son procès. Je pense qu'il n'a pas ouvert au chapitre. C'est un fugitif. C'est un fugitif tout simplement. Il n'a pas été un modèle, un citoyen exemplaire. Il s'est méconduit, il s'est mal comporté contre son pays, contre son peuple, les peuples qu'il a eu à diriger. Et je pense qu'il ne peut que s'enferrer dans un silence de cathédrale plutôt que faire des déclarations qui n'atteignent pas justement leur cible. Vous comprenez? Donc ici, en RDC, on ne peut pas parler des persécutions. L'opposition a les loisirs de faire tout ce que bon lui semble dans ces pays. L'opposition organise des sit-ins, organise des marches, organise des meetings dans ces pays. Il y a eu même un moment où leurs activités étaient diffusées sur la RTNC. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu musellement de l'opposition. Nous n'avons pas bâillonné les opposants depuis que le président Tshisekedi est là. Mais seulement, il faudrait qu'en tant que républicain, en tant que respectueux de loi, Oui. faire toujours la démarcation entre la liberté d'expression
et des infractions de droit commun qu'on commettrait à travers de propos que nous débitons. Il faudrait un peu de gants dans une certaine mesure. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous avez la carte blanche de dire n'importe quoi au point de ternir l'image d'une personne, au point de commettre une infraction d'imputation dommageable, par exemple. Et lorsque vous commettez des infractions de droit commun, soyez-en rassurés que vous serez aux prises avec la justice. On va vous poursuivre. Oui, mais il estime que son procès, il attend des preuves, qu'on lui brandisse ces preuves qu'il serait des mèches avec l'AFC. Non, je crois que le président Kabila, s'agissant de son acquaintance ou de son alignement avec l'AFC 123, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un schéma, un dessin pour que les gens comprennent. J'en vais pour preuve. Lorsque cette agression a commencé, le président Kabila et sa formation politique s'étaient enferrés quasiment dans un silence de cathédrale. Il n'y a eu aucune déclaration à un moment donné. Deuxièmement, lorsque il y a eu ces combats faits par le président Kabila, c'était tout simplement pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement, alors que dans l'entretemps, nous comptions des milliers de morts. Alors que dans l'entretemps, le Rwanda occupait, à travers l'AFC 123, une portion de nos territoires. Alors que dans l'entretemps, des Congolaises et Congolais étaient violés, nos femmes, les enfants étaient tués, il y a eu des exécutions sommaires, vous comprenez? Et toutes ces exactions se commettraient dans l'entretemps. Et en tant que Congolais, entre guillemets, il devrait commencer par condamner ces massacres. De ce côté-là, il a botté en touche. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de critiquer le régime et d'accuser même l'Afrique du Sud de nous soutenir. Messieurs Ambroise, tous les pays du monde font toujours recours aux armées étrangères. Tous les pays du monde. Partout où les Américains sont allés attaquer, ils ne sont pas allés seuls, avec d'autres nations. Lorsque les Rwandais voulaient renverser le régime de Laurent Désiré Kabila, il avait fait appel aux Angolais, aux Zimbabwéens par exemple, qui affichaient un soutien sans faille à l'endroit du président Kabila. Vous comprenez? Donc le fait pour l'Afrique du Sud de nous soutenir, pour que nous puissions garder notre pays dans ses frontières de 1960, pour que nous puissions mettre fin au massacre de nos populations, vous condamnez cette attitude. Mais écoutez, si il faudrait que l'on puisse vous situer, tout naturellement, on va vous situer du côté de cette nébuleuse, du côté du Rwanda, tout simplement. Et le narratif, que ce soit du président Kabila, que ce soit des lieutenants ou des apparatiques du PPRD, était pratiquement le prolongement du narratif rwandais. Vous comprenez? Et on a vu combien de membres du PPRD qui ont traversé, qui sont allés grossir les rangs de l'AFC 123. Donc ce sont des éléments qui prouvent à suffisance qu'il y a une certaine proximité entre le président Kabila et l'AFC 123 et le Rwanda. C'est comme ça que nous considérons qu'il était, lui d'ailleurs, parce que s'agissant de l'AFC, c'était lui les géniteurs, c'est lui les responsables. S'agissant justement du fait que ces mouvements soient le proxy du Rwanda, il était aussi considéré comme étant un affidé de Paul Kagame. C'est tout naturel, messieurs le journaliste. Alors, mais avec tout ça, il y a les processus de Washington, les processus de Doha, il y a cette feuille de route sur le dialogue national publié par la CENCO-ICC et les autres confessions religieuses. Si on vous demandait de situer Joseph Kabila dans l'un de ces processus, vous les mettrez où? Kabila et Nanga, vous les mettrez dans quel processus? Non, pour moi, Kabila doit venir ici purger sa peine. Ah, purger sa peine. En effet. Après la condamnation... C'est tout naturel. Pour moi, je les situe là. Je vous ai dit que c'est... Vous ne les situez dans aucun forum de réconciliation nationale? Non, mais écoutez, il a commis des crimes, il a commis des infractions pour lesquelles il a été poursuivi. Et je pense, s'il est un bon citoyen, il doit venir purger sa peine, tout simplement.
Peut-être sa famille politique pourrait prendre part aux négociations s'il y en aura. Mais pas lui. Mais pas lui comme individu. Mais quelle république voudrons-nous bâtir aujourd'hui? Puisque nous avons opté pour une république, dans une république, tous les citoyens sont soumis à la loi. Il n'y a pas des individus qui soient sur orbite, il n'y a pas des individus qui soient en marge de loi de la RDC. Vous avez commis des infractions, vous devez répondre justement de ces infractions-là. Donc, c'est là que je les situe. Mais par rapport au dialogue, si jamais le président de la République décidait d'en convoquer, naturellement, il a une formation politique qui va y participer. Qui va y participer. Et pas lui personnellement. Pas lui personnellement. Oui, mais que répondriez-vous à ceux qui pensent que le Rwanda a tué des Congolais à travers cette guerre d'agression, mais on est allé à Washington, on n'a pas obtenu des sanctions ciblées contre le Rwanda. On a signé par contre un accord de paix avec le Rwanda. On ferait peut-être la même chose avec Kabila. Non, je vous réponds rapidement. Il ne faudrait pas ici confondre les accords qui sont signés entre différents partis belligérants, de partis belligérantes ou des États belligérants et le droit international. Ne considérons pas que toutes ces initiatives foulent aux pieds les droits internationaux. Il ne revient pas aux individus de condamner Kagame. Il y a eu des condamnations, certes verbales, de la part des Nations Unies, de la part des Américains, de la part des Français, etc., des grandes puissances. C'était des littératures. Mais s'il faut que Kagame réponde de tous les actes qu'il a commis, des atrocités qu'il a commises sur notre sol, oui, naturellement, ça sera devant une juridiction internationale. Oui. Et l'accord de paix qui a été signé... Il n'y a aucune initiative qui est prise au niveau de Kinshasa. Non, nous, l'accord de paix, ce n'est pas à nous de prendre les initiatives. Nous avons la Cour pénale internationale, vous comprenez? Les procureurs étaient ici, il a mené des enquêtes, etc. Nous attendons la suite de ces dossiers. Ce n'est pas à nous de pousser les procureurs, parce que c'est lui qui a le monopole justement de l'action publique, s'agissant des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes des... Oui, mais, il n'a pas les monopoles. Bon, c'est vrai, il a les monopoles en tant que procureur, oui, mais nous pouvons aussi nous plaindre. Oui, mais pour ce qui concerne les différents d'État à État, au niveau de la Cour internationale de justice, le Congo peut déposer une plainte contre le Rwanda, par exemple. Naturellement. Mais il n'y a aucune initiative de Kinshasa dans ce sens. Je me rappelle bien, il y a un procès qui était en cours, je ne sais pas s'il est à quel niveau, dans quelle étape en ce moment, entre nous et le Rwanda. L'Ouganda avait déjà été condamné, il restait le Rwanda. Je pense que ce dossier n'est pas encore classé. Ok. Oui, je pense qu'il n'est pas encore classé. Donc, s'agissant de la Cour pénale internationale, nous avons les procureurs, nous avons les conseils de sécurité qui peut à tout moment aussi exiger qu'il y ait des poursuites contre Paul Kagame. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une carte blanche que nous avons donnée à Kagame pour continuer à commettre ces exactions-là. Est-ce que ça ne serait pas paradoxal? Ça ne veut pas non plus dire qu'il est immunisé. Oui. Ça ne serait pas paradoxal à l'accord de paix signé? Ça ne serait pas paradoxal? Non. On a signé l'accord de paix et puis on va à la Cour internationale de justice. Non, vous savez d'ailleurs, l'accord de paix pour moi, c'est une victoire pour le Congolais parce que depuis toujours, Kagame refusait de reconnaître la présence de ses militaires sur les territoires congolais. Enfin, il a reconnu. Le fait pour lui de reconnaître cela, moi je vois en tant que juriste, je regarde avec mes lunettes de juriste, oui, que c'est un aveu direct de sa participation par rapport aux crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, qui seraient commis dans cette partie orientale. Et l'accord peut constituer une preuve irréfutable de la responsabilité pénale de M. Kagame par rapport à ses actions. Et ça engage même la responsabilité de son État directement si jamais la Cour internationale de justice serait à nouveau saisie par rapport aux différends qui nous opposent au Rwanda. Parce que dans les débats publics sur cette question, il y a certains Congolais qui estiment que puisqu'on a signé la paix avec le Rwanda, on n'a pas exigé des sanctions ciblées contre le Rwanda. Non, l'accord ne dit pas non plus. L'accord ne dit pas non plus que voilà, ils sont immunisés et ces personnes... pénalement.
Ils ne peuvent pas répondre de leurs actes plus tard. Non, non. D'ailleurs, la justice internationale n'a rien à voir avec, avec vos accords-là. Ok. S'agissant de la justice internationale, que vous ayez signé un accord entre États par rapport aux crimes qui sont régis par, la charte de la CPI, je pense que ces accords sont inopérants, tout simplement. Donc la Cour, si elle décide de vous poursuivre, elle va vous poursuivre. Et ces personnes-là qui réfléchissaient de cette manière pensaient peut-être que puisqu'on a signé la paix avec le Rwanda, on peut la signer également avec Kabila, Nanga et consorts, pourvu qu'on récupère les deux provinces occupées. Non, non, mais comment vont-ils procéder pour que nous puissions récupérer les provinces occupées? Parce que déjà, ils rejettent les accusations selon lesquelles ils sont en bonne intelligence avec tous ceux-là qui... l'AFC M23, Paul Kagame, etc. Mais on a vu le président Kabila consulter à l'Est. Nous pensions qu'à la clôture de ces consultations, les armes se seraient tues. Mais c'est tout le contraire. Vous comprenez? Ils ne sont pas dans ces schémas-là. Le problème, c'est qu'ils étaient dans un schéma, sachant pertinemment bien, sur base du vote démocratique ou sur base des élections, le président Kabila ne pouvait plus revenir au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver des raccourcis. Les raccourcis, c'est qu'il fallait organiser un coup de force pour renverser l'ordre constitutionnel établi, pour qu'il redevienne président de la République. Et c'est ça le schéma, au fait. Et on ne peut pas ici considérer que Kabila est la solution. C'est lui les problèmes, justement. Il n'est pas la solution. Non, c'est lui les problèmes. Il n'est pas la solution. Loin s'en faut. Parce qu'il a tout simplement échoué dans sa mission de renverser le pouvoir. Mais il a quand même une assise politique. Non, il a mais une assise politique. Il a un parti, le PPRD. Je pense que... On a vu une photo ce matin qui vient d'Afrique du Sud. On a vu les caciques du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, Néhémie Mouilagna, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il y a eu aussi Kambere. Il y en a nombreux qui sont là. Non, mais justement, nous avons démontré ici la proximité qu'il y a entre Thabo Mbeki et le PPRD et le président Kabila. Toutes ces sorties médiatiques étaient dans le sens de prolonger justement la rhétorique du président Kabila, du président Kagame, de l'AFC M23. Ils sont ensemble. Mais vous n'allez pas interdire à une famille de se réunir. Et pour nous, nous considérons que ce sont les mêmes personnes. Alors, ils se sont réunis dans leur messe il reste lié à lui. Pour parler des choses qui les concernent. Il reste lié à lui. Et il traîne derrière lui un poids politique. Non, je pense que le président Kabila aujourd'hui n'a pas d'ancrage. Il n'en avait pas d'ailleurs. Il n'a jamais eu d'ancrage national dans ces pays. Oui, tous savons comment ces élections, les élections qu'il avait portées au pouvoir, avaient été organisées dans ces pays. Il y a eu des hold-up électoraux avec Jean-Pierre Bemba. Tous connaissons qui avait gagné les élections. Avec le président Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, nous savons aussi qui avait gagné les élections. Il y a eu tripatouillage tout simplement, et il n'a pas pu, en 18 ans, se constituer un capital politique, d'où justement cet échec cuisant de son dauphin aux élections de 2018. Alors, mais comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Comment est-ce que le problème pourrait être résolu? Si au niveau de Kinshasa, Kabila doit purger sa peine, Nanga doit purger sa peine, et qu'à Doha, on arrivait à signer un accord final, on récupère Goma et Bukavu, comment, et eux, ils deviennent quoi? Non, je pense que les gens n'ont peut-être pas bien lu l'accord. En principe, ce n'est pas eux qui vont faire à ce que ces accords soient respectés. L'avantage que nous avons, c'est que les accords sont signés sous le haut patronage du président Trump. Il est président des États-Unis. Les Américains ont les smart power. Ils ont les soft power et les hard power. Ils ont la puissance. Ils peuvent faire respecter ces accords avec beaucoup de facilité. Les contrevenants vont s'apprendre à lui-même. Nous connaissons comment les présidents Trump fonctionnent. Donc ce n'est pas eux. On n'a même pas besoin de leur bonne foi. Le fait seulement de signer l'accord, et nous comptons sur, naturellement, les suivis du président Trump. Et quand vous lisez l'accord, l'accord de principe signé entre nous et l'AFC M23 met en exergue
le principe de la restauration de l'autorité de l'État. Qui n'est pas encore effectif. S'il vous plaît, c'est un accord de principe. Ouais. Nous attendons l'accord définitif qui sera signé sans nul doute dans les jours à venir. Comme on dit, les diables s'élogent dans le détail, on saura ce qui sera consigné tout simplement. Mais je vous informe que les principes de la restauration de l'autorité de l'État est consigné dans cet accord de principe. Ces principes, en principe, dans le fait de mettre en exergue ces principes, ça veut tout simplement dire que l'AFC 123 vous appartenez au passé. Ça veut tout simplement dire que l'État congolais doit avoir toute sa souveraineté par rapport à la superficie de son territoire. Ça veut tout simplement dire que le gouvernement de Kinshasa doit être en mesure de dicter de lois, de donner des orientations, des ordres dans le parti occupé en ce moment par l'AFC 123. Donc c'est dans l'ordre de choses qui vont libérer ces endroits. Oui, mais ça a été dit que ça devrait être mis en œuvre avant la signature, avant même les discussions sur l'accord final. Non, moi je pense que... Les mesures de confiance, la restauration de l'autorité de l'État. Je pense que... Vous parlez de la puissance américaine, mais on ne l'a toujours pas obtenue. Je pense que vous savez, en tant que protagoniste, nous avons des concessions que nous allons devoir faire, et de l'autre côté aussi. Je vous ai dit, dans le pourparler, il y a toujours ce qu'on appelle les conditions maximalistes. S'agissant par exemple, de la libération, etc., ça a été dit clairement que ça sera traité au cas par cas. On ne peut pas, c'est pas que ça serait une libération de tout le monde, par groupe, non. Chaque dossier sera traité, sera scruté au cas par cas, et on verra qui doivent bénéficier de la libération et qui doivent être maintenus dans leur état. Alors, il est vrai que l'accord n'est pas encore signé, l'accord final de Doha n'est pas encore signé, mais il y a eu cette fuite qui a quand même créé un tollé au niveau de l'opinion congolaise. Cette fuite d'accord, s'agissant de la création d'une force spéciale 50% AFC M23, les élections des autorités du Nord et du Sud Kivu en 2027. Apparemment, Kagame n'a pas lâché prise. Hein. Vous savez, c'est aujourd'hui que certains compatriotes, certains indécis, ou certains compatriotes qui n'avaient pas encore pris position par rapport à cette guerre, ont compris que le président Tshisekedi avait totalement raison de dénoncer justement les plans machiavéliques qui étaient en train d'être mis en place par le président Kagame. Tous connaissons aujourd'hui que le président Kagame a des velléités expansionnistes. Il veut récupérer les Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri, etc. Qui puisse rentrer dans le giron dans son giron, naturellement. Tous connaissons ces velléités de prédation, de faire main basse sur nos minerais. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc, le fait que ce que vous avez relevé puisse se fuiter, bon, je ne donne pas totalement du crédit à ces informations, parce que les réseaux sociaux ici, il y a un peu tout. Okay. C'est un fourre-tout. Ouais. Dans les réseaux sociaux, il faut toujours prendre avec des pincettes ce qui se raconte. Vous comprenez? Mais si c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas. C'est naturellement dans l'ordre de choses. C'est une certaine matérialité des intentions de Paul Kagame, tout simplement. Mais soyez-en rassurés que tous les accords que la RDC, que le gouvernement va signer, que ce soit avec le Rwanda, ça a déjà été signé, que ce soit avec l'AFC 123, laisseront aux conditions du gouvernement, aux conditions des Congolais. Donc nous n'allons pas accepter qu'il y ait une zone, pas de non-droit, mais une zone dont l'autorité sera partagée entre le gouvernement et l'AFC 123. Sinon, ça serait ça serait tranché avec les principes de la restauration de l'autorité de l'État. Alors, revenons au dialogue national. Le chef de l'État a dit que le dialogue ne va se tenir qu'à son initiative. Ce dialogue, on pourrait parler de quoi dans ce dialogue initié par le président de la République, qui a une famille politique et
On va parler de quoi dans ce dialogue? Vous savez, merci parce que vous me posez cette question. Personnellement, moi aussi, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on va parler. Vous savez, je voudrais ici que l'opinion retienne que généralement, on organise des dialogues après les élections lorsque celles-ci avaient été chaotiques. Oui, lorsqu'il y a une crise politique. Lorsqu'il y a eu hold-up électoral. Lorsqu'on a tripatouillé les résultats sortis des urnes. Mais dans les cas d'espèce, tout le monde avait accepté. Certains l'ont reconnu officiellement, d'autres à demi-mot, que le président Tshisekedi avait gagné les élections. Il n'y a pas eu contestation. C'était un triomphe, mes Ambroise. Il n'y a pas de conflit. Et les opposants n'avaient organisé aucune marche pour revendiquer une victoire qui serait volée. Maintenant, je me dis, ces dialogues vont porter sur quoi? Ils veulent qu'on puisse détricoter la Constitution. Mais l'AFC dit ils prendre veulent, les armes pour ils veulent contester qu'on puisse, sa légitimité. Non, mais, pardon? L'AFC a dit prendre les armes contestant sa légitimité. Non, mais écoutez, je pense qu'il faut être sérieux, il faut être responsable dans une certaine mesure. L'AFC est dirigé, entre guillemets, par Corneille Nangaa. Corneille Nangaa n'a pas été candidat président de la République. J'aurais peut-être accepté si c'était un candidat malheureux à la présidentielle 2023 qui aurait pris des armes pour contester la victoire du président Tshisekedi. Donc, vous et moi, nous ne savons pas de quoi on va parler dans mais ce on va dialogue. convoquer un dialogue. Vous savez, on doit arrêter de créer, on doit arrêter de continuer à créer des hommes forts. Okay. Vous savez, si les grandes puissances, là, les grandes démocraties sont fortes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont investi dans leurs institutions. Parce qu'en lieu et place de créer des hommes forts, ils ont créé des institutions fortes. Nous avons opté pour la démocratie. En démocratie, ne peut devenir chef de l'État que celui qui est passé justement par les élections. C'est lui qui a bénéficié du suffrage de son peuple. Et lorsque vous gagnez les élections, s'il s'agit de votre premier mandat, le mandat sur le plan calendaire, il est de 5 ans. Donc, renouvelable une fois. Donc, le camp qui a gagné les élections doit avoir aussi le loisir de gérer les pays pendant les temps qui vont passer à la tête du pays. Et non chaque fois qu'il y ait dialogue, parce que ces dialogues-là sont faits généralement en violation des textes qui nous régissent, en violation de la Constitution. Il y aura des revendications qui n'ont rien à voir avec la Constitution, qui seront développées. Politique. On va vous dire par exemple, voilà, suspendez l'Assemblée ou le Parlement, parce que nos positions, nous n'avons pas assez de députés, nommons, est-ce que c'est constitutionnel? C'est en violation de la Constitution. La Constitution dit que pour être député, il faut être élu. C'est un mandat électif. Ils vont vous dire, par exemple, bon, chef de l'État, puisque nous avons aussi nos revendications à nous, en contrepartie, nous voulons que vous puissiez prolonger votre bail. Alors que la Constitution limite les mandats du chef de l'État. Donc, tout ce qui est fait naturellement, quand il s'agit des conciliabules, c'est généralement en violation des textes. D'où cet esprit sportif qui doit caractériser les acteurs politiques. L'esprit sportif. Voilà, vous avez perdu les élections, acceptez d'être en marge de la gestion, profitez de ces moments pour peaufiner deux stratégies, pour mettre en place justement une offre programmatique que vous allez soumettre au peuple lors des élections futures, plutôt que recourir aux moyens rhétors de la rébellion, organiser de marches, mettre de peaux de banane sur le chemin du pouvoir pour que le pouvoir échoue. Mais lorsque le pouvoir échoue, c'est la population qui en pâtit. Oui, mais le problème aussi, honorable Francis Chibalabala, le problème c'est peut-être cette autre phrase du président de la République qui avait peut-être énervé, je voudrais bien utiliser le verbe énervé, lors du débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Qui peut m'interdire, moi, garant de la nation, de changer la Constitution? C'est peut-être ça qui a amené que l'on entende des crépitements et qu'il y ait cette avancée. Non, mais est-ce que le président de la République a tort de le dire? Nous devons lire le texte qui nous régisse.
La Constitution, il n'a pas tort de le dire. La Constitution Qui lui peut impartit- m'interdire, moi, de changer Non, la mais Constitution? Pas de la réviser, mais de changer. Il a l'initiative. La Constitution lui impartit justement cette possibilité-là de reviser, de procéder, c'est-à-dire d'enclencher les processus de changement. De la révision de la Constitution. S'agissant du changement de la Constitution, oui. Vous savez que les changements de la Constitution, c'est un acte politique. Ce n'est pas un acte juridique. Okay. Un acte juridique, c'est la révision de la Constitution. Okay. Mais les changements, c'est un acte politique. Okay. Ça veut dire que le pouvoir en place peut constater que voilà, notre Constitution est obsolète. Oui. Que notre Constitution n'est plus en adéquation avec l'évolution de la société. Le pouvoir en place ou la classe politique? Non, les pouvoirs d'abord, parce que c'est les pouvoirs qui gèrent. Okay. C'est les pouvoirs qui voient des obstacles qu'il y a au sein de dans notre Constitution. Vous comprenez? Et lorsque les présidents ou le pouvoir en place prend l'initiative, c'est là maintenant, étant donné que c'est un acte politique, ça doit maintenant recueillir l'assentiment de son peuple, des acteurs politiques. D'où l'appel du pied qu'avait fait le président, que les acteurs politiques puissent saisir justement ces pavés jetés dans la mare pour réfléchir sur les changements de la Constitution. Okay. Je vous donne un exemple. Lorsque vous suivez les revendications de Ensemble pour la République, ils vous disent qu'il faut changer la forme de l'État, que l'État devienne l'État fédéral. Alors que la Constitution, lorsque vous lisez l'article 220, détermine la forme de notre État comme étant les régionalismes, qui est pratiquement la mixture du fédéralisme et de l'unitarisme. Vous comprenez? Or, les matières qui sont contenues dans l'article 220 ne peuvent pas faire l'objet de révision. Alors, ils ont proposé ça. Sont intangibles. Or, lorsque vous changez la forme de l'État, automatiquement, vous devez changer beaucoup d'articles de la Constitution. Parce que c'est ça, au fait, l'architecture d'un État. C'est exact. Tout doit être chambardé. D'où les changements de la Constitution. C'est une manière de dire aux Congolais que nous sommes pour les changements de la Constitution, mais en d'autres termes. Et si cette opposition-là avait pris au vol la proposition du chef de l'État, nous n'en serions pas là. On aurait déjà évolué s'agissant peut-être du changement de la Constitution. On regardait sa propre représentativité à lui. Malheureusement, on a tendance toujours à considérer que lorsque le président en fonction prend une telle initiative, c'est là sous-entend qu'il veut se pérenniser au pouvoir. Il veut prolonger son bail au palais de la nation. C'est un peu l'idée que nous avons. Alors qu'il y avait un débat des fonds qui avait été jeté. Et lorsque vous suivez Ensemble pour la République, ils sont dans cette logique, sans qu'ils le disent ouvertement. Le fédéralisme va impliquer les changements de la Constitution de fond à comble. Peut-être pour eux, ils ne sont pas au pouvoir, ça ne pose aucun problème. Mais pour celui qui est au pouvoir, on voit une intentionnalité de se représenter. Non, mais pourquoi alors ils prennent... pourquoi ils veulent... Et si aujourd'hui le président Tshisekedi accepter leur proposition que nous passions de l'unitarisme ou du régionalisme à l'État fédéral. Ça va impliquer quoi comme conséquence? Les changements de la Constitution. Alors, lorsque vous en parlez, je me rappelle que le samedi, on était effectivement au 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation. Moi, comme journaliste, je suis allé couvrir cet événement. À un moment, je me pose la question, serait quoi la stratégie de l'Union sacrée de la Nation? Vous êtes député national de l'UDPS, bien évidemment, de l'Union sacrée de la Nation. Vous étiez vous-même dans la salle. Ce serait quoi la stratégie? Le mandat se termine en 2028. L'Union sacrée de la Nation se consolide. Une nouvelle charte. Pour arriver à quelle fin? Alors que Tshisekedi est partant, normalement, par rapport à la Constitution actuelle. Monsieur Ambroise, vous savez, dans la psyché du chef de l'État, il y a ce qu'on appelle le perfectionnisme. Le chef de l'État aime faire bien les choses. Il est autorité de référence de l'Union sacrée. Tous savons qu'il y a eu de mécontents au sein de l'Union sacrée. Tous savons qu'il y a un malaise au sein de l'Union sacrée.
Et les présidents, pour taire justement ces malaises, il a pensé restructurer. D'où justement ces détricotages qu'il y a eu au sein du présidium de l'Union sacrée. Et cette architecture a contenté tout le monde, a quand même mis tout le monde d'accord. Et il fallait aussi retoquer la charte de l'Union sacrée. Ça, c'est dans le cadre de bonifier justement cette méga plateforme qui accompagne le chef de l'État. Maintenant, sur le plan politique, lorsque un parti politique, comme un regroupement politique, a la mission de prendre le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. Okay. Il est certes vrai que le président Tshisekedi, comme individu, a un mandat de 2 ans. Excusez-moi, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est en son 2e et dernier mandat. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que nous puissions trouver, naturellement, un autre torero qui va reprendre le flambeau, qui soit sociétaire de l'Union sacrée. Et pour y arriver, il faut naturellement que nous puissions être en ordre de marche, que nous puissions nous organiser pour que la victoire nous soit réellement donnée. Ah oui, mais pour que vous puissiez vous organiser... Vous savez, monsieur Ambroise, les PPRD avaient perdu les élections en 2018 parce que le PPRD n'entrevoyait pas la possibilité qu'il y ait un autre candidat qui puisse succéder au président Kabila. Ils ont passé tout le temps avec la pression de la rue jusqu'à pratiquement à quelques mois de élections. Ils ont présenté un candidat que je considère aujourd'hui comme étant un outsider. Un candidat qui n'a pas été un champion. Ils n'ont pas eu le temps de travailler sur l'image du candidat et aussi de peaufiner de stratégies pour qu'il gagne les élections. Donc, en d'autres termes... nous, ayant pris la mesure de la situation, nous ne voulons pas retomber dans ces travers, d'où la restructuration, l'organisation que vous observez au sein de l'Union sacrée. Donc ça pourrait nous donner un dauphin d'ici 2028. Si jamais la population, vous savez, là il faut toujours mettre un bémol. Parce que la population, la Constitution est l'œuvre de la population. Vous comprenez? Elle va se prononcer par référendum. La population peut décider aujourd'hui de faire à ce que le président Tshisekedi puisse prolonger son bail. Par quel mécanisme la population va-t-elle se prononcer? Mais la population peut décider de détricoter la Constitution. Oui, mais comment elle va se prononcer? De retoquer, non, il y a toujours un mécanisme de retoquer l'article 220 qui limite par exemple le mandat du chef de l'État. La population, elle est souveraine. Alors, mais une information, vous dites que vous êtes en train de vous préparer au niveau de l'Union sacrée, vous êtes député national, je ne vous la pose pas, mais je vous dis qu'en tant que journaliste, on a appris quand même qu'il y a quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale. On veut faire sauter Vital Kamerhe de son perchoir de président de l'Assemblée nationale. Une pétition serait déjà initiée par des députés nationaux, ce qui veut dire que l'Union sacrée, bien qu'elle se consolide avec une nouvelle charte, quelque part avec ses sociétaires, ça ne va pas. On va peut-être terminer en vous laissant un mot... pour dire un mot de la fin à notre population par rapport au dialogue. Je pense que, bon, être membre de l'Union sacrée, ce n'est pas un blanc-seing que vous avez des sociétaires de l'Union sacrée pour commettre des actes qui n'arrangeraient pas certains de vos camarades, par exemple. Il y a eu des membres de l'Union sacrée qui ont été en difficulté avec la justice, qui avaient été arrêtés, etc. Donc ce n'est pas une carte blanche qu'on vous donne. Donc si au niveau de l'Assemblée, il y a des collègues qui estiment que voilà, le président Kamerhe, son rendement n'a pas atteint le seuil de l'acceptable, je pense que c'est leur droit le plus légitime. Mais si aussi la procédure pour le défenestrer, c'est celle-là, je pense qu'ils ne peuvent que suivre cette procédure. Mais nous ne voulons pas que les actes que nous aurons à poser puissent fragiliser l'unité. Nous avons besoin d'une unité compacte, une unité qui va s'y consolider jusqu'aux futures échéances électorales. S'agissant du dialogue, on attend l'invitation du chef de l'État. Donc c'est lui qui a les leads. C'est lui qui doit nous dire, donner des orientations.
Et ça va se Nous ne faire. voulons pas que des individus... Il va prendre des actes d'État qu'on lui a demandé par les confessions religieuses avant 2028 pour jouer les prolongations. Je ne veux pas ici anticiper. Le chef lui-même, il sait comment il va s'y prendre pour convoquer le dialogue. Mais je vous informe en même temps qu'il n'y a pas péril en demeure. Ah, il n'y a pas péril en demeure. Il n'y en a pas du tout. 2 provinces sont occupées. Les dialogues là ne concernent pas l'agression rwandaise. Ok, c'est vrai. Parce que l'agression rwandaise, c'est entre la RDC et le Rwanda. Et prise en charge par Ce sont Washington et Doha. nos compatriotes, entre guillemets, ont des revendications à faire valoir, que nous ne connaissons pas. À moins qu'il y ait un autre mot de la fin pour ce soir. Non, je pense que je ne peux que vous dire merci pour votre invitation. Et je serai toujours enclin à y répondre chaque fois que vous penserez à moi. Merci. Pour qu'on vienne débattre de l'actualité. Merci Francis Tchibalabalao. Nous rappelons que vous êtes député national élu de l'UDPS, élu de la Tchamgou. Merci d'avoir été sur cette plateau table ronde. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Je pense que vous avez aimé. On va vous retrouver prochainement pour un autre numéro de table ronde. Au revoir.